Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon processus d'écriture. Voilà, je sais pas, ça peut peut-être intéresser au moins une personne. Alors même si c'est une personne, eh bien, c'est toujours bien de partager. Alors, mon processus d'écriture, il commence donc par la rédaction, pas forcément d'un plan, quoique parfois je fais un plan plus ou moins détaillé. Mais disons que ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir une trame, de savoir de quel point A je pars et surtout à quel point B je veux arriver. Voilà, donc savoir vraiment où je veux aller. Après que je ne sois pas certaine de la façon dont je vais procéder, c'est pas trop grave, mais il faut vraiment que je sache quelle est la fin de l'histoire. Et si toutes les fois je me suis engagée dans des écrits sans savoir comment ça allait se terminer, bah finalement je n'ai pas réussi à aller au bout de mon travail parce que j'avais pas réfléchi au départ à comment ça allait se terminer cette histoire. Donc voilà, c'est vraiment la première étape. La première étape pour moi, c'est savoir où je vais, même si après je suis prête à me laisser surprendre par les événements, surprendre par mes personnages, les découvrir au fur et à mesure du texte. Ça me dérange pas du tout, mais vraiment voilà, la première étape pour moi c'est ça. Alors est-ce que je fais des fiches dès le départ pour mes personnages? Ça m'est arrivé, mais c'est pas forcément quelque chose dont j'ai besoin. Je peux me retrouver à noter de temps en temps des petits détails, des petits traits de caractère, faire de temps en temps des petites fiches pour mes personnages, mais c'est pas systématique. Je pense que ça peut aider. À voir en fonction de chacun, en fonction de sa sensibilité, en fonction de sa mémoire aussi, de la façon dont on fonctionne par rapport à ça. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la rédaction du premier jet. Alors ça c'est vraiment c'est une étape qui peut être difficile. Donc il faut se laisser du temps. On n'est pas tous des graphomanes, on n'est pas tous des gens qui écrivent. Voilà, on n'écrit pas tous super vite. Il y a des gens qui sont très très prolixes. Il y en a qui écrivent écrire une ligne, c'est formidable. Il y en a d'autres qui écrivent une page. Il y en a d'autres qui comptent en nombre de mots. Bon voilà. L'idéal, c'est vrai, c'est surtout, je pense, d'après mon expérience, c'est de ne pas se censurer quand on est dans cette phase d'écriture du premier jet. Il ne faut pas se censurer. Et ça, je crois que c'est la chose la plus difficile parce que il ne faut pas être tout le temps à se dire oh c'est nul ce que j'écris, oh cette phrase elle est nulle, ça veut rien dire, c'est mal construit. C'est pas grave. Le premier jet c'est fait pour ça en fait. C'est fait pour faire des phrases nulles, enfin des phrases nulles entre guillemets, pour manquer de cohérence, pour que nos personnages soient un peu soient construits mais pas totalement. Le premier jet c'est fait pour écrire surtout. Je pense qu'il y a deux objectifs à se fixer quand on fait un premier jet, c'est avancer, continuer et surtout finir. Voilà, c'est ça. Pour moi, les deux objectifs du premier jet d'une histoire, c'est ça, c'est avancer dans l'histoire et puis finir l'histoire. Et se bloquer, se mettre la barre super haut. Moi, je me mettais la barre très très haut au début, quand je voulais écrire, j'avais l'impression que les gens qui écrivaient des romans, c'était un peu idiot, hein, mais j'avais cette idée-là qu'ils ne faisaient pas de brouillon, que c'était quelque chose de naturel, quoi. J'avais tellement idéalisé l'acte d'écriture que je le voyais comme ça, comme quelque chose de ouais, voilà, la personne, elle ouvre son cahier. Enfin, bon, à l'époque, je voyais ça plutôt comme une activité manuscrite. Voilà, elle écrit et tout de suite c'est bien, il n'y a pas de rature. Mais non, ça marche pas comme ça. Le premier geste, c'est fait justement pour laisser aller son imagination, pour construire. Voilà, on est en pleine étape de construction et après on va peaufiner, mais on construit là. Donc ce que je vous conseille éventuellement de faire, c'est de relire ce que vous avez écrit la veille. Moi je date, souvent je date
ce que j'écris. Donc je relis ce que j'ai écrit la veille. J'évite de relire ce que j'ai écrit les jours précédents parce que ça freine en fait. Hein. Donc j'écris pour me remettre un peu dans le bain et je poursuis, voilà. Donc dans l'idéal, j'écris une page. Voilà, moi j'essaye d'être très prolifique, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, donc je relis ce que j'ai écrit la veille. Je continue. Si vraiment je suis en panne, je peux. C'est rare, mais je peux aller relire un petit peu plus le début, par exemple. Je peux relire le début pour me remettre surtout pour me dire, si tu as écrit déjà tout ça, tu es capable d'écrire la suite. T'inquiète pas. Enfin, pour me rassurer, ça peut me rassurer quand j'ai un peu on peut dire des pannes ou des moments où j'ai l'impression que ça n'avance pas, où j'arrive à écrire, où je sais pas, où je bloque sur un passage, voilà. Donc ça c'est une étape, c'est une étape capitale, hein, le premier jet. Alors une fois que le premier jet est terminé, j'entame une première phase de relecture. Donc je fais 10 relectures. C'est un chiffre auquel je suis arrivée au fil du temps. Donc je fais 10 relectures. Donc mes relectures c'est quoi? Eh ben ça va être donc la première relecture je la fais en général sans toucher au texte. J'essaie de pas y toucher pour voir brut un peu ce que j'ai déjà réussi à faire, ce que ça donne au niveau de la cohérence, au niveau du déroulement de l'histoire, les personnages, est-ce qu'ils sont convaincants ou pas, les dialogues, tous les aspects quoi. J'essaie de voir ça. Quand j'ai terminé cette première relecture, j'entame la deuxième, et puis à ce moment-là, je vais commencer à faire des petites corrections, à relire. Alors, ce qui aide beaucoup, c'est de relire à voix haute. Donc, dans ces premières étapes-là, je le fais pas trop, mais ça peut m'arriver quand j'ai un peu de mal, quand je ressens un peu de fatigue ou quand j'ai un peu de mal à évaluer, voilà, je me dis, spontanément, je vais me mettre à lire à voix haute. C'est quelque chose qui aide beaucoup à repérer les hésitations. On repère les tournures de phrases maladroites, les concordances des temps, les mauvaises concordances des temps, on les repère plus facilement en lisant à voix haute. Donc donc une fois que j'ai terminé ces 10 premières relectures, ce que je fais, c'est que je laisse reposer mon texte pendant 6 semaines. Alors c'est ce que je faisais, parce qu'avec ma série, là, je me suis prise au jeu de la rapidité, donc j'ai pas laissé reposer aussi longtemps. Mais je pense qu'avec le 3e tome, là, je vais me remettre à ça, je vais laisser reposer. Alors l'idée dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'il faut écrire vite, hein, si on veut vivre de sa plume. Voilà, les gens qui sont un peu spécialistes entre guillemets de ça, en référence à ce qui se passe aux États-Unis, vont nous dire que il faut écrire vite, il faut produire, et c'est ce que font pas mal d'auteurs français hein, qui s'en sortent bien dans l'auto-édition. Je pense par exemple à Cédric Charles-Antoine, qui est un auteur qui réussit très très bien sur Amazon et qui est très 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 productif. Bon, voilà, c'est une façon de faire, c'est une façon de procéder. Je pense que chacun voit en fonction de sa sensibilité, de ce qu'il est capable de faire, du public qu'il a aussi. Hein, voilà. Donc moi j'aime bien, j'applique ce principe que j'ai découvert dans le livre de Stephen King qui s'appelle Écriture mémoire d'un métier, où il conseille de laisser poser son texte comme on laisse poser de la pâte à pain. Voilà, donc j'aime bien ça. Je trouve que c'est intéressant de faire ça parce que lors de la deuxième phase de relecture, donc les 10 relectures suivantes, j'ai un regard un peu neuf sur mon texte. Voilà, la saturation que j'ai pu ressentir au bout des 10 premières relectures, elle est passée et j'ai un regard neuf et je vais voir des défauts que j'avais pas vus auparavant, des choses qui vont me sauter aux yeux. Voilà, donc je poursuis ce travail de correction, je relis encore une dizaine de fois. Ensuite, j'envoie à mon correcteur. Donc moi, j'utilise un correcteur professionnel. Alors je fais la correction, j'utilise des outils. Moi, je n'utilise pas d'outils spécifiques pour ma correction. Hein, j'utilise l'outil de Word. Je sais plus comment ça s'appelle pour la correction. Donc les fautes vraiment importantes et puis les fautes de grammaire. Donc une fois que j'ai fait ça, j'envoie à mon correcteur. Alors j'utilise un correcteur professionnel. Pourquoi ? Parce que je pense que ce travail de correction est un travail assez ingrat.
C'est un travail, je pense, qui mérite salaire. Donc pour moi, oui, ça me correspond bien. Je suis satisfaite de fonctionner comme ça par rapport au travail qui est effectué sur mes textes. Le correcteur va avoir c'est pas quelqu'un avec qui j'ai c'est pas quelqu'un avec qui j'ai développé une amitié. Donc il va y avoir une relation un peu froide qui me convient parfaitement parce que du coup il n'y aura pas d'hésitation à me dire telle chose ne va pas, telle phrase ne veut rien dire, c'est pas cohérent, voilà. Alors mon correcteur il fait pas dans il étudie pas mon texte, il est vraiment dans la correction du texte, mais bon il va quand même voir s'il y a des phrases qui sont pas claires, à revoir, voilà. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il me dit. Je suis pas toujours d'accord par rapport aux expressions qu'il cherche à corriger. La ponctuation aussi, je m'aperçois que depuis que j'ai fait mon stage de lecture à voix haute, je m'aperçois que justement du fait que moi je lis beaucoup à voix haute, je relis beaucoup mes textes à voix haute, du coup on n'est pas je comprends mieux pourquoi souvent quand il me fait des corrections par rapport à la ponctuation, je suis pas tout à fait d'accord. Donc l'étape de la correction, une fois cette étape passée, je récupère mon texte et je le relis encore une dizaine de fois, si ce n'est plus. Donc il y a un moment où je dois me dire stop, parce que c'est vrai qu'on s'enlise là-dedans. Alors je n'utilise pas de lecteur bêta, alpha, enfin je sais plus quelle lettre de l'alphabet grec on utilise pour parler de ces lecteurs, de ces personnes qui gentiment relisent nos textes et puis donnent leur avis. Donc je fais pas ça. Voilà, une fois que la correction est terminée, une fois que je me suis dit bon, allez c'est fini, on va passer à l'étape auto-édition. Donc je mets en forme à la fois ma version numérique en général en premier et puis ensuite ma version papier. Mettre en forme, ça veut dire avoir un texte agréable à lire, bien aéré. Voilà, la version papier, idem, sans oublier pour la version papier l'étape indispensable qui est le dépôt légal auprès de la BNF. Voilà, pour être dans la légalité tout simplement. Et puis, je balance et j'attends les retours, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses à faire, parce que ce qui est conseillé, c'est de démarcher les blogueurs en amont, et puis de récolter des commentaires en amont, et puis ensuite, de demander aux gens de mettre les commentaires après. Enfin bon, il y a tout un ensemble de stratégies qu'il faut appliquer, parce que cette partie-là, la partie création, c'est la partie la plus facile finalement. La partie la plus compliquée, c'est quoi? Eh bien, c'est la promotion. C'est la partie la plus difficile. La plus difficile pour un auto-édité. Elle tient énormément au réseau qu'on a. Faut pas se leurrer. Le réseau fait... Aujourd'hui, je dirais que le réseau fait tout. Le réseau fait tout. Voilà, on peut parler d'avoir un blog et d'avoir une liste d'abonnés. Les gens qui nous suivent sur Facebook. Si on fait partie de groupes aussi, les personnes qui vont nous suivre sur les groupes et qu'on va suivre aussi, les échanges. Au niveau de la famille, les personnes qu'on va avoir réussi à motiver pour acheter notre livre, parce que quand même les amis et la famille, c'est le premier socle, c'est le premier socle qui va nous soutenir quand même là-dedans. Bon, je dis ça, mais en même temps, moi au départ, comme je ne parlais pas du tout à mes proches et à ma famille de mon activité d'écriture, c'est pas le premier cercle qui m'a soutenue, mais c'est de mon fait. C'est que j'avais envie d'être plutôt évaluée par des personnes qui ne me connaissaient pas, qui n'avaient pas d'a priori sur moi. Donc c'était un choix un peu différent, mais bon. Voilà, donc là j'ai pas dit que je parlais de promotion, donc je parlais principalement du processus de création, de mon processus d'écriture. Et voilà, j'ai terminé, c'est une vidéo longue, alors si vous arrivez jusqu'au bout, youhou! Donc je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivain indépendant, j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur l'écriture, sur l'auto-édition, sur la lecture, voilà. Si vous voulez me connaître un peu plus, si vous voulez découvrir mes écrits, je vous mets tous les liens juste en dessous. Donc j'ai un blog qui s'appelle Sandra Ganval, l'auto-édition, le choix de la liberté. J'ai une page Facebook
J'ai un compte Facebook. J'ai un compte Twitter aussi. Je suis sur Google+, je crois, ouais, que je suis sur Google+. Et Pinterest. Et Pinterest, ou Pinterest, je sais plus comment on dit. Voilà, bon, bah écoutez, vous voyez que je suis au top par rapport au réseau. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous dis peut-être à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous êtes allé jusqu'au bout, vous pouvez liker, ne pas liker, vous inscrire, ne pas vous inscrire, comme vous voulez. Ciao, ciao!